Bonjour et surtout bienvenue sur cette vidéo, l'hypersensibilité du fardeau au cadeau. Je me prénomme Anita Rossier, je suis maître praticienne en hypnose et j'ai vraiment eu envie de présenter ce sujet-là pour permettre plus de personnes hypersensibles de comprendre comment elles fonctionnent et peut-être aussi leur montrer le chemin vers le bonheur ou l'acceptation d'elles-mêmes en tous les cas. Alors je suis moi-même hypersensible et aussi une passionnée déjà de science. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu comprendre le monde et comprendre la vie. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'en avais fait ma première formation. Suite à une crise spirituelle majeure, j'ai choisi de me reconvertir professionnellement pour suivre ma vocation et qui j'étais vraiment. Euh, j'ai moi-même eu un parcours assez long, assez chaotique au niveau du développement personnel, notamment d'ailleurs 10 ans de psychanalyse, diverses thérapies en EMDR, en hypnose et autres. Et puis voilà, je me suis formée moi-même en hypnose, en santé par le toucher, donc Touch for Health ou TFH. En massage, en voix chamane. Entendez par là utiliser sa voix comme outil de guérison. Alors, mon cabinet s'appelle Anizen et vous pouvez trouver plus d'informations sur mon parcours, sur moi-même et sur les thérapies que je pratique sur mon site internet www.meditation-hypnose.ch ou www.anizen.ch. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet, l'hypersensibilité. Alors, évidemment, vous me direz, on est tous parfois hypersensibles. Quand on vient d'être blessé, la cicatrice est encore ouverte. Alors voilà, on est tous sensibles à ce moment-là. Donc ça pourrait être suite à un deuil, suite à une rupture amoureuse, suite à une dépression, suite à un burn-out, un épuisement, etc. Éventuellement aussi des problèmes hormonaux, etc. Il y a aussi certaines maladies psychiatriques qui sont associées à l'hypersensibilité, notamment le trouble borderline par exemple. Mais je parlerai de ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Je vais me focaliser sur l'hypersensibilité congénitale, c'est-à-dire l'hypersensibilité qui correspond à un fonctionnement neuronal par opposition aux personnes qu'on appellera dans cette présentation neurotypiques ou normopensantes. Alors, neurotypique parce que c'est le plus typique, la plupart de la population fonctionne préférentiellement, on va dire, sur leur cerveau gauche, qui est un cerveau analytique, un cerveau méthodique, un cerveau aussi rationnel. Et puis, nous serions 10 à 20% de la population, selon les écrits, à fonctionner préférentiellement sur notre hémisphère droit, qui est un hémisphère donc beaucoup plus créatif, plus intuitif aussi, qui fonctionne vraiment différemment, avec une pensée en association, comme ça, en arborescence, association d'images, notamment association d'idées, une pensée aussi qui va très vite et avec aussi plus de connexions neuronales. Donc il y aurait environ 50% ou jusqu'à 50% de plus de connexions neuronales. Tous ces aspects-là vont faire de la personne hypersensible quelqu'un de particulier, quelqu'un d'atypique, entendez par là, différente de la norme finalement des personnes qui sont donc les 80% de la population. J'aimerais aussi préciser que chez les animaux aussi, on retrouve 10 à 20% d'individus hypersensibles, ce qui veut dire que c'est pas du tout une tare ou un problème. C'est vraiment. Donc, si c'était une tare ou voilà, il y aurait un pourcentage beaucoup plus faible. La plupart des maladies psychiatriques sont de l'ordre du %. Donc là, une personne sur 5, c'est pas du tout un hasard. On a vraiment un rôle dans la survie de l'espèce. On a un rôle à jouer aussi au niveau culturel, au niveau, au niveau de l'inconscient collectif, c'est vraiment important. Alors, l'idée aussi de cette présentation, c'est de vous montrer un chemin pour assumer pleinement ce rôle que nous avons à jouer. Alors,
il y a certaines idées aussi qui sont partagées dans le milieu thérapeutique, comme quoi l'hypersensibilité est liée à des blessures de l'enfance, etc. Donc vous pourrez vous torturer l'esprit pendant très très longtemps pour essayer de comprendre d'où ça vient, de réparer toutes ces blessures, etc. Mais finalement, ce sera beaucoup d'énergie perdue, ce sera très, très culpabilisant, et puis aussi, finalement, vous aurez un sentiment d'échec à la fin, parce que vraiment, tout ceci est codifié dans vos gènes, et il semblerait que les premières modifications au niveau du cerveau, du développement du cerveau, apparaissent déjà à la 28e semaine de grossesse. Donc non seulement vous êtes né comme ça, mais vous étiez déjà comme ça à l'état d'embryon, de fœtus. Alors, hypersensible, oui, mais enfin, on reste tous uniques. Alors voilà, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas dans tout ce que je vais dire, mais voilà, finalement, on est quand même tous capables de se comprendre. Et puis, mon but ici, c'est de présenter des généralités, pour avoir voilà, quelque chose qui puisse être compréhensible et concis, tout en sachant ma prétention n'est pas évidemment d'être exhaustive. Enfin, on peut quand même dire que la plupart des hypersensibles correspondent au schéma que je vais décrire ici, qui présente donc tous ces traits de personnalité ou de caractère, appelez ça comme vous le voulez. Donc, en tous les cas, je pense que tous les hypersensibles se rejoignent pour dire qu'ils sont des personnes empathiques et émotives. Alors, c'est évidemment, là aussi, probablement chez les hypersensibles, il y a tout un panel d'intensité, hein, mais en tous les cas, souvent, ou à un moment dans notre vie, on trouve qu'on a trop d'émotions. En tout cas, si on se compare aux neurotypiques, à la majorité des gens, évidemment, on ressent des choses plus fortes. Et aussi, on vit quand même dans un monde différent. Ce cerveau droit, comme je le mentionnais tout à l'heure, lui, il vit vraiment dans la connexion au tout, hein. Il a envie d'harmonie, il a envie de paix, il a envie de se sentir pleinement vivant, dans l'instant présent, etc. Et puis, ils se sentent souvent en décalage par rapport aux neurotypiques qui, eux, ont un sens identitaire beaucoup plus développé. Alors, je dis pas ça au sens négatif, hein. Disons que dans ce cerveau gauche, il y a aussi le siège de l'ego, dans le sens la conscience d'être un jeu, aussi s'estimer soi, avoir une identité, se sentir séparé de l'autre, arriver aussi peut-être à se mettre la priorité. Et les personnes cerveau droit, elles ont beaucoup plus de peine avec ça, justement. Donc, ça fait que ces personnes-là ont le sentiment vraiment de voir, et c'est probablement une réalité, de voir le monde différemment. Elles sont donc empathiques car elles sont sans cesse reliées aux autres, aux animaux aussi, même aux plantes parfois. Elles sont également intuitives et créatives. Alors là-dessus, hein, sur l'intuition, on pourrait aussi faire, j'imagine, plusieurs conférences à elles toutes seules, mais je souhaite juste mentionner ici que l'intuition, c'est pas se baser sur la vitesse du vent. C'est vraiment une forme d'intelligence très particulière, avec une réflexion inconsciente qui va extrêmement vite et qui parle à travers le corps. Donc souvent, on dit, voilà, je la sens ou je la sens pas, ou voilà, c'est viscéral. Et puis on comprend pas vraiment ce qui s'est passé, on comprend pas pourquoi, mais on sait qu'il faut le faire, on sait qu'il faut pas le faire, etc. Et la personne hypersensible, cerveau droit, doit apprendre à suivre son intuition, parce que elle comprend déjà mal les codes sociaux des cerveaux gauches, et dans son esprit il y a tellement de questions continuellement dans tous les sens, avec peu de réponses. Donc elle a besoin de se fier à son intuition pour pouvoir suivre son chemin et finalement être heureuse. Voilà, elle est aussi très très créative, la personne hypersensible, et c'est pas juste un trait de caractère, j'ai envie de dire, elle a vraiment besoin de développer sa créativité, besoin de nourrir cet aspect-là d'elle-même, c'est très important pour elle. Alors la personne hypersensible est aussi consciencieuse, alors c'est génial d'être consciencieux, mais parfois ça se retourne un peu contre elle-même et ça devient du perfectionnisme à outrance qui est vraiment destructeur. Donc là aussi elle doit apprendre à être bienveillante avec elle-même, à réaliser qu'on fait tous des erreurs, qu'on est tous humains, puis qu'on fait tous de notre mieux, y compris elle.
Sinon, ça va devenir très anxiogène, hein. Donc ça aussi, c'est lié à l'estime de soi, qui fait un peu défaut chez les hypersensibles et qui fait qu'elles croient qu'elles doivent être parfaites. Et puis aussi, souvent, elles souffrent du syndrome de l'imposteur, justement à cause de cette intuition importante. Et alors, pour pas que les gens se rendent compte, parce qu'elles croient qu'un jour, voilà, comme si quelqu'un allait se rendre compte de la supercherie, etc. Donc elles croient qu'elles doivent être parfaites pour que personne ne voit à quel point elles sont mauvaises, par exemple, au fond d'elles-mêmes. Elles ont voilà, ce sentiment parfois d'être moins bien que les autres, etc. Tout ça ensemble, les forts stimuli, les émotions importantes, le perfectionnisme va faire qu'elles risquent bien de développer un besoin de contrôle, besoin de contrôler voilà, les événements, l'agenda, parfois aussi les interactions sociales. Comme je disais, elles ont de la difficulté avec les codes sociaux. Donc, relationnellement, pour comprendre le monde des neurotypiques, c'est difficile. Pour parler avec les neurotypiques, c'est difficile. Pour comprendre les exigences en entreprise, c'est difficile. Donc, aussi pour toutes ces raisons-là, elles passent beaucoup de temps à interpréter ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, etc. Pourquoi, et à penser qu'elles auraient dû dire ça autrement, faire ça autrement. Enfin, en se sentant d'ailleurs souvent responsables pour des choses qui sont très anxiogènes pour elles, qui génèrent beaucoup d'émotions pour elles, mais qui finalement pour un neurotypique sont tout à fait anodines. Donc voilà. Tout ça, ça crée aussi un besoin parfois aussi de se cacher derrière un masque. On verra ça encore plus en détail tout à l'heure. Et puis évidemment, la créativité donne l'imagination. Hein. C'est des personnes qui vivent un petit peu souvent dans leur monde, comme ça, un monde très imaginatif. Elles sont déterminées, voilà, déterminées, parfois bornées aussi, mais enfin bon, voilà. Encore une fois, c'est souvent une question d'équilibre aussi, hein. Et puis, c'est des personnes qui sont très introspectives, qui savent se remettre en question et qui aiment souvent aussi se remettre en question, quitte à alors développer carrément un doute d'elles-mêmes permanent. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, de croire que tout est toujours de leur faute, qu'elles auraient dû, si, ça, et sans finalement laisser aux autres la responsabilité d'agir et de réagir, voilà, selon leur propre responsabilité. Alors, voilà, certains aspects dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être ou pas. Et puis le dernier que je vais mentionner, et encore une fois, hein, c'est loin d'être une liste exhaustive, mais c'est le besoin de solitude qui est lié d'une part à parfois voilà, beaucoup de réflexions liées à l'interaction sociale en tous les cas, donc voilà, une fatigue aussi des interactions sociales, et puis aussi avec ces stimuli en permanence, ces fortes émotions, etc. On verra que c'est pas qu'au niveau émotionnel, hein, les stimuli, c'est au niveau du système nerveux dans sa globalité, donc il y aura un besoin de solitude essentiellement aussi pour se ressourcer, pour se reposer. Et puis pour se reconnecter à soi-même, pour développer la méditation, la connexion à l'univers, etc. Alors, c'est possible en tous les cas, même si voilà, ça reste que finalement très général tout ça, hein, c'est possible de diviser les hypersensibles en deux grandes familles. Sachant que vous n'êtes pas forcément dans une seule des deux familles, ça peut dépendre un petit peu des circonstances, ça peut dépendre un petit peu du moment de votre vie aussi, mais voilà, on dirait que certains hypersensibles sont extravertis, d'autres introvertis, comme d'ailleurs hein, les neurotypiques. À savoir que chez les neurotypiques, la proportion d'extravertis est bien plus importante. Elle est d'ailleurs... beaucoup de neurotypiques sont assez extravertis et c'est un peu l'inverse pour les hypersensibles. La plupart sont introvertis. Mais on trouve évidemment quand même les deux types. Alors, on dira, pour encore une fois simplifier, hein, que les hypersensibles extravertis auront investi dans l'émotionnel et c'est souvent perçu en tout cas par l'entourage comme étant trop. Alors trop affectif, trop émotif, trop dynamique, limite hyperactif d'ailleurs, trop exalté, etc. Ce qui peut être fatigant pour la personne et d'ailleurs pour son entourage aussi. Alors là, vous voyez, par exemple, sur cette image, ce qui se passe au niveau du cerveau d'une personne hyperactive. On voit énormément d'activité, hein, et ce sera tout un enjeu pour elle d'arriver à faire descendre ses fréquences cérébrales, à apaiser son esprit, voilà, pour éviter un épuisement.
Et puis, voilà, beaucoup d'hypersensibles, voilà, peut-être aussi par défense, parfois investissent dans leur mental, euh, sont même parfois dissociés du corps, hein, ne ressentent finalement presque plus d'émotions d'ailleurs, tellement ils se sont protégés. Ou en tout cas, ils les montrent pas, alors on les trouve trop réservés, trop silencieux. Certains ont réellement d'ailleurs des troubles autistiques, hein. On les trouve froids, désactivés. Moi, je me souviens qu'on me disait assez souvent d'ailleurs que j'étais insensible, ce que j'ai jamais réussi à comprendre parce que j'avais un sentiment de bouillonner à l'intérieur. Mais visiblement, c'est pas ce que je montrais à mon entourage. Et je m'étais, en tous les cas, moi, enfermée un peu dans ma bulle. Alors voilà, on verra tout à l'heure les risques que ça peut représenter d'être enfermé dans sa bulle, et puis voilà, de vraiment la nécessité d'apprendre à communiquer avec son entourage, et puis à trouver le moyen voilà, d'être en relation quand même. Même si parfois c'est vrai que l'hypersensible vit les blessures plus intensément, a plus de difficultés à se remettre de l'émotion, hein. Paradoxalement, il a une très grande résilience aussi, donc une fois qu'il est bien accompagné, une fois qu'on lui apprend à gérer tout ça et qu'on lui apprend à développer une estime de lui, c'est vraiment quelqu'un qui peut tout à fait être même très heureux, goûter de la vie et profiter de la vie. Donc souvent l'hypersensible, avec cette perception du monde tellement différente, on verra encore tout à l'heure tout un tas d'aspects que cela représente, mais a souvent l'impression de venir d'une autre planète, et puis d'être un peu incompris. Ça peut même aller jusqu'à ce sentiment d'être le vilain petit canard. Je ne sais pas si vous avez encore souvenir de ce conte. Moi, j'avais adoré ce conte quand j'étais enfant, et j'ai compris récemment, enfin il y a quelques années, pourquoi. J'avais tellement aimé ce conte. Et puis, on se souvient tous de ce que devient le vilain petit canard, hein, il devient un signe magnifique, mais enfin, il reste différent de ses frères et sœurs, et ce sera toujours pas un canard. Donc ça aussi, pour marcher la tête haute et en étant un cygne, il faut assumer de ne pas être un canard, j'ai envie de dire. Et puis alors ce cerveau droit a besoin d'harmonie, a besoin d'amour, de créativité, d'imagination. Il voudrait que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'aime. Il vit vraiment dans ce qu'on appellera le monde des bisounours, qui est un peu cette autre planète d'ailleurs. Et puis voilà, à réaliser vraiment à un moment donné, pour l'hypersensible, et le plus tôt possible, que tout le monde ne vit pas dans le monde des bisounours, et surtout tout le monde n'a pas envie de vivre dans le monde des bisounours. Il a de la difficulté à réaliser que certaines personnes jouent en solo, voilà, sont vraiment d'abord intéressées par leur propre intérêt, et que voilà, elles se disent, et peut-être là il n'y a pas du tout de jugement à avoir, mais elles se disent que chacun s'accroît, puis chacun voilà doit faire ce qu'il faut, se sentir responsable de lui-même, et qu'elles n'ont pas à s'occuper des autres. Surtout aussi, alors là, elles vont souffrir, les personnes hypersensibles, parce qu'elles vont souvent faire attention à ce que tout le monde soit bien. Voilà, par exemple, elles sont dans une soirée et puis elles vont essayer d'éviter de prendre trop de canapé au saumon parce que ce que disent que du coup, c'est pas sympa pour les autres, etc. Alors que peut-être un neurotypique, il va se dire, ils avaient qu'à les prendre avant, ces canapés au saumon, ils sont là, moi je les prends, ils sont pour moi. Voilà, alors bon, on s'en fout, hein. Là, c'est qu'une histoire de canapé au saumon, il y avait qu'à prendre ce autant, vous me direz, mais c'est juste, voilà, une image, une métaphore pour dire ce que peut souvent ressentir un hypersensible, le sentiment que lui fait tout le temps attention aux autres et que en retour, voilà, il a pas la même chose. Alors il doit réaliser vraiment que c'est son fonctionnement à lui, que ça marche très bien avec d'autres hypersensibles, mais que c'est pas adapté dans un monde de neurotypique qui va se faire manger le bras à chaque fois qu'il fait ça, pour pas souffrir tout simplement, hein, pour pas non plus avoir trop d'attentes injustifiées de la part des autres. Voilà. Du coup, à un moment donné, il va être triste de ne pas vivre dans ce monde des bisounours. Il a aussi beaucoup de peine à comprendre qu'on puisse, par exemple, arrêter d'aimer quelqu'un. Alors ça le dépasse complètement, l'hypersensible, et ça va énormément le faire souffrir. Alors on dira en cabinet de thérapie qu'il est abandonnique, etc., etc. Mais voilà, c'est juste que pour lui, on n'arrête pas d'aimer les gens, hein. C'est pas possible d'arrêter d'aimer les gens, donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui le font souffrir.
Donc voilà, quand il accumule des souffrances qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé, et il a beaucoup de mal aussi par exemple, à réaliser qu'on puisse mentir, ça le dépasse. Et puis beaucoup de mal à percevoir l'intention d'une autre personne, donc il va faire confiance un petit peu comme ça. Alors un neurotypique dira probablement qu'il est naïf, mais lui voilà, il a envie de créer ce lien de partage, une intensité aussi relationnelle dont tout le monde n'a pas envie, voilà. Et après, à force de s'être un petit peu ramasser la figure, on va dire, peut-être accumuler quelques blessures qu'il n'aura pas su guérir par manque aussi de compréhension, il risque bien de s'enfermer dans une coquille de piquant, et de y percevoir aussi les autres comme étant des cactus qui sont blessants, percevoir le monde comme étant hostile, alors qu'on sait tous que ce petit hérisson, il est vraiment tout doux à l'intérieur et qu'il est vraiment super chou. C'est vraiment chou un hérisson en fait, hein. Alors voilà, et souvent la personne hypersensible souffre de tristesse, voire de dépression. Elle a le cœur brisé en 1000 morceaux, et puis elle sait pas bien voilà, comment se comprendre. Elle a la difficulté à trouver des personnes qui comprennent ce qu'elle vit. Alors comment faire pour enlever le masque? Comment faire pour trouver son chemin à soi dans tout ça? Eh bien, encore une fois, déjà, ça commence par se comprendre, comprendre son fonctionnement, comprendre que ce fonctionnement des hypersensibles est différent d'un fonctionnement neurotypique. C'est aussi une pensée qui est différente, c'est une envie d'être au monde qui est différente. Et après, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à s'accepter. S'accepter, ça veut aussi dire faire le deuil qu'on ne sera jamais comme tout le monde, et surtout que tout le monde ne sera jamais comme nous, parce que c'est fondamentalement ça dont on a envie. On a envie d'amener tout le monde avec nous dans ce monde des bisounours dont on rêve. Alors beaucoup diront que c'est une utopie, la naïveté, que c'est l'enfant qui veut pas grandir, etc. Moi là, j'aimerais juste dire que voilà, c'est des personnes avec de grands idéaux, avec des grandes idées, des personnes comme Gandhi, des personnes comme Martin Luther King, des personnes comme Nelson Mandela, comme Mère Teresa, comme Jésus, comme Bouddha, qui ont changé le monde, véritablement, parce qu'ils défendaient des idées comme ça. Ils défendaient la compassion, ils défendaient l'amour, ils défendaient le fait qu'on est tous interconnectés, qu'on doit prendre soin des autres, soin de la planète, et que c'est pas nécessaire de faire des différences, que ce soit de race, que ce soit de couleur de peau, que ce soit de religion, je ne sais quoi. Alors pourquoi faire un problème avec une différence au niveau du système nerveux, je vous le demande. Donc voilà, c'est pas de l'utopie, c'est simplement qu'on n'en est pas tous encore là, peut-être. Mais voilà, il n'y a pas de raison que parce que les neurotypiques sont plus nombreux, qu'ils aient forcément raison sur tout non plus. Et on n'est pas obligé de se contenter de la vie, triste qu'on a, de se contenter de voir le monde comme étant injuste, et voilà, que c'est comme ça, et que voilà. Pas du tout. On peut très bien choisir de défendre ses idées, ses idéaux, de se battre pour elles, même si peut-être, on ne sait pas encore dans cette vie qu'on verra ça arriver. Alors après, on ose vraiment être différent, on ose être soi, on ose s'exprimer, on n'a plus envie de se justifier sans arrêt, et puis on n'a plus envie d'écouter toutes ces personnes neurotypiques qui nous disent qu'on devrait prendre les choses moins à cœur, être moins émotive, être plus ci, moins ça. Eh ben, on n'a plus envie de tout ça, on a juste envie d'être soi, on ose être soi, et voilà, on arrête aussi d'essayer de changer tout le monde pour qu'ils pensent comme nous, et on assume juste de penser comme on pense, d'être comme on est. Et là, c'est vraiment le grave. Et j'ai même envie de dire, on touche alors là le jackpot. On peut vraiment créer la vie dont on a envie avec les personnes qui nous correspondent, créer les relations de la profondeur dont on a besoin, et puis vraiment être heureux. Alors je vais revenir un petit peu sur divers aspects de cette hypersensibilité qui se décline sous divers paramètres. Je ne vais pas d'ailleurs pouvoir tous les mentionner. J'en ai choisi quelques-uns qui permettent à mon avis déjà de bien comprendre. Alors le premier, je l'ai déjà parlé, c'est probablement ce dont souffrent aussi le plus d'hypersensibles. Ils vont jamais dire qu'ils souffrent terriblement du fait d'être créatifs, mais plutôt qu'ils souffrent terriblement du fait d'avoir trop d'émotions, en tout cas selon eux.
Alors là, j'ai aussi envie de dire, c'est pas toujours non plus uniquement le fait qu'il y ait plus de stimuli émotionnels, hein, ce qui est quand même le cas, c'est clair, mais c'est aussi souvent qu'ils écoutent pas leurs émotions. Alors, par peur du conflit, par peur d'être rejetés, ils veulent pas que les gens les voient bizarres, ils en ont marre de, voilà, d'être tellement différents, et de s'expliquer, ils comprennent pas d'ailleurs pourquoi les neurotypiques, par exemple, voilà, parfois mentent, parfois pensent qu'à eux, etc. Et puis alors du coup, ils écoutent pas ces émotions, elles s'accumulent, puis un jour elles deviennent insupportables aussi. Et c'est aussi ça, en partie le problème. Des valeurs très ancrées de justice, d'honnêteté, etc. aussi, qui contribuent un petit peu à alimenter tout ça. Alors là, j'ai envie de dire, non plus, vous n'êtes pas obligé de renoncer à toutes ces valeurs. Voilà, il n'y a pas du tout à se forcer à regarder des images difficiles à la télévision jusqu'à ce que ça nous fasse plus rien. Voilà, on nous dira en cabinet encore une fois que c'est parce qu'on a eu des traumatismes de l'enfance ou je sais pas quoi, qu'on n'arrive pas à regarder des images de mort à la télévision, mais non. Enfin, voilà. Euh, Moi, j'ai plutôt envie de dire comment les gens font pour regarder ça, que ça leur fasse rien, et que c'est vraiment ça qui est normal, est-ce que c'est vraiment ça qui est juste, d'arriver à regarder, par exemple, des enfants se faire torturer, puis que ça fasse rien du tout. Moi, je trouve ça aberrant. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que on peut aussi quand même arriver à arrondir les angles, à voir que, ben, dans certaines situations, on fait tous de notre mieux. Est-ce que peut-être perçu pour vous comme étant injuste, ça va peut-être la personne aura eu une très bonne explication par rapport à son histoire, à qui elle est ou ce qu'elle a pensé. Donc, parfois aussi, c'est quand même essayer de se mettre à la place de l'autre, qui peut limiter un petit peu ce sentiment d'injustice et aussi aider à apaiser toutes ces émotions. Alors voilà, je l'ai déjà dit aussi, l'hypersensible, le manque d'estime de lui, ça s'explique au niveau neurobiologique dans un premier temps, hein. Puis ensuite aussi, parce que depuis qu'il est tout petit, on lui dit qu'il est trop, pas assez, etc. Il se sent différent, rejeté. Donc voilà, ça contribue à lui donner l'idée qu'il y a un problème avec lui. Et puis que visiblement, il n'arrive pas à faire comme tout le monde. Donc voilà, ça aussi, ça crée pas mal d'émotions qui sont difficiles, hein. Et puis, en plus de ça, il sait pas très bien comment les exprimer. Il est souvent submergé, il comprend pas tout, ça vient tout en même temps, c'est tout mélangé. Et puis, il sait pas par quel bout les empoigner. Et puis, voilà, c'est difficile pour lui de les mettre en mots, de les exprimer à quelqu'un, d'oser le dire, etc. Donc, voilà, tout ça contribue à rendre la vie d'un hypersensible parfois assez compliquée. Alors évidemment, il y a des solutions, vous en doutez, hein, je suis pas là que pour parler des problèmes. Donc le premier, vous en doutez, renforcer l'estime de soi, c'est bateau, on le dit tout le temps, hein. D'ailleurs, moi, je sais pas combien de fois on m'a dit, ouais, faut que tu aies plus confiance en toi, toi, ton problème, c'est que t'as pas assez confiance en toi, etc. Puis moi, j'ai envie de leur dire, mais oui, mais heureusement que vous me dites, j'ai jamais pensé à ça. Alors j'avais envie de leur dire, oui, mais comment, hein, comment on fait pour avoir confiance en soi? Pour moi, c'était vraiment le flou total, j'avais aucune idée comment faire. Et puis j'y arrivais vraiment visiblement pas bien du tout. Alors là, à un hypersensible, il faut vraiment lui montrer le chemin, il faut le valoriser, lui montrer comment on fait pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, qui réentraîne son esprit pour être bienveillant avec lui-même, hein, et puis de voir le progrès plutôt que voilà, les échecs, etc. Et souvent, la personne hypersensible, d'ailleurs, plus tard, elle se rend compte qu'elle est hypersensible, plus c'est nécessaire. Elle a besoin d'être valorisée. Et souvent, elle souffre aussi, notamment dans le milieu de l'entreprise, par ce manque de valorisation, ce manque de reconnaissance. Et puis, on dira encore une fois qu'elle est immature parce qu'elle a trop besoin de reconnaissance. Voilà, donc là, c'est simplement aussi réaliser que, pour elle, le monde de l'entreprise ou voilà le monde des neurotypiques, il est compliqué, difficile d'abord, et puis que c'est vrai que voilà, elle a souvent été aussi eu ce sentiment d'être un imposteur, ce sentiment de pas être adapté, de pas être ok, donc d'arriver à lui dire ces choses-là, ça peut vraiment lui permettre d'exprimer son plein potentiel, et puis d'être extrêmement motivé, d'extrêmement épanoui. Alors, parfois c'est les petites choses qui peuvent faire vraiment une différence. Et vraiment, vraiment, la personne hypersensible doit apprendre à exprimer son ressenti, à mettre des mots là-dessus. Donc, dans le processus émotionnel, c'est essentiel de pouvoir prendre conscience de
d'où vient l'émotion et de pouvoir arriver à mettre des mots dessus. Alors, là, c'est une photo qui vient du film Vice Versa de Walt Disney qui est sorti récemment, Inside Out en anglais, qui est vraiment génial. J'ai adoré ce film. Alors, non seulement il est drôle, mais en plus il est pertinent. Il explique comment fonctionne le subconscient, comment est-ce qu'on associe des émotions, souvenirs, et comment tout ça s'est stocké, comment ça contribue à construire la personnalité. C'est vraiment, vraiment super bien fait. Voilà, j'ai adoré. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est hyper bien. Et puis ça aussi, vous me direz, c'est un peu bateau, que la praline, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour deviner qu'on était plus heureux quand on avait confiance en la vie. Et puis là aussi, encore une fois, c'est comment on fait pour lâcher prise et comment on fait pour avoir confiance en la vie. Alors déjà que, bon, pour tout neurotypique, c'est pas forcément évident non plus. Pour la personne hypersensible, qui a souvent dans ce besoin de contrôle, ça va être encore un enjeu supplémentaire. Et là aussi, souvent, elle aura besoin qu'on lui montre le chemin pour comment faire confiance en la vie. Ça passe évidemment par renforcer son estime de soi. Ça passe aussi un petit peu par développer sa spiritualité. Voilà. Quelles sont vos croyances sur la vie, sur votre vie? De quoi est-ce que Qu'est-ce que vous pensez mériter de la vie? Voilà. Comment est-ce que vous percevez l'échec? Est-ce que pour vous c'est vraiment voilà, de nouveau une faute de plus que vous avez faite qui vous empêche d'être parfait? Ou est-ce que vous arrivez à voir que tout ça c'est finalement que des leçons qui vous mènent là où vous avez vraiment besoin d'être? Voilà. C'est aussi encore une fois réentraîner son cerveau. Alors ça prend peut-être pas 7 jours à répéter 21 fois sous la douche. J'ai confiance en la vie, je confiance en la vie. Comme voilà, c'est des fois un peu facile. Dans ces bouquins de coaching de France 50 qui marchent pas du tout pour les hypersensibles d'ailleurs, mais il y a quand même un chemin qui fonctionne voilà, à force de persévérance, d'entraînement de l'esprit et aussi de questionnement profond sur le sens de la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et qu'est-ce que vous croyez mériter de la vie aussi. Voilà. Alors, après l'hyperémotivité, il y a l'hyperesthésie. Alors, pas tous les hypersensibles ont réalisé qu'ils étaient hyperesthésiques. Donc l'hyperesthésie, c'est la surefficience, comme on parle d'un système nerveux très efficient, avec plus de connexions neuronales. Donc c'est la surefficience d'au moins un des 5 sens. Sans parler de l'intuition, que de toute façon on sait déjà qu'il est surefficient, on en a déjà parlé. Donc au moins un des 5 sens est surefficient, ça pourrait être l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et la vue. Et souvent je m'aperçois que les personnes n'ont pas vraiment réalisé ça. Et pourtant, c'est une partie importante de l'hypersensible, surtout pour éviter le surmenage. Donc, la théorie du monde intense, encore une fois, j'y reviens. Il y a beaucoup d'articles extrêmement intéressants, beaucoup d'études passionnantes qui sont réalisées en ce moment sur le cerveau, et notamment des hypersensibles, des autistes et des cerveaux au potentiel, qui parlent de ce monde intense lié à toutes ces connexions neuronales. Alors, voilà, on pourrait avoir une hyperesthésie, par exemple, au niveau de l'écoute, donc difficulté à supporter les sons forts, les sons aigus, et aussi, par exemple, une difficulté à filtrer aussi le bruit de fond, par exemple, dans un restaurant. Alors, par exemple, s'il y a 10 personnes autour de la table avec une musique de fond, un hypersensible, il va avoir des bouches bouger, puis une espèce de gros brouhaha, parce que c'est imperceptible. Alors que visiblement, pour les neurotypiques, ils ont une discussion cohérente. Voilà. Ça, c'est en plus, non seulement c'est difficile pour lui, mais ça va beaucoup, beaucoup le fatiguer, ce qui fait qu'il a peu de plaisir à vivre dans ces soirées très très sociales, et ça va parfois aussi le faire souffrir, donc il va se forcer pour essayer d'être comme tout le monde, et puis ça va simplement le fatiguer et faire en sorte qu'il se sente encore un peu plus bizarre si c'était pas déjà le cas. L'odorat, alors c'est génial quand on est en forêt et puis qu'on sent l'odeur d'une fleur à plusieurs mètres ou qu'on est un grand nez dans la parfumerie. Alors quand on est dans le bus et qu'il y a quelqu'un qui sent pas bon, voilà, c'est déjà moins drôle, ça peut même créer des nausées. Il y a l'hypersensibilité au niveau du toucher. Donc c'est génial quand on caresse un chat ou un lapin, c'est magnifique, mais quand on a une hypersensibilité à la douleur, par exemple, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus difficile à vivre.
Et il y a l'hypersensibilité à la lumière. Alors moi, souvent, j'ai entendu des gens qui se moquaient un peu de moi en me disant que je me la pétais avec mes lunettes à soleil. Bon, c'est vrai qu'elles sont plutôt jolies d'ailleurs. Mais c'est surtout parce que sortir dehors sans lunettes à soleil, pour moi, c'est vraiment fatigant. J'ai les yeux qui clignent comme ça. Je me dis que ça va faire plein de rides et tout ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment, par exemple, conduire sans lunettes à soleil, c'est pas possible pour moi. Et puis le goût, bon, c'est très associé à l'odorat, donc je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus. Et si vous faites pas gaffe, si vous, voilà, vous prenez pas soin euh, de pas être surstimulé, de pas être surmené au niveau de ces cinq sens, ça va vous rendre irritable, hein, parce que vous serez fatigué, et énervé. C'est le système nerveux qui pète un câble, quoi. Et là, on vous dira, ah, t'as un sale caractère, t'es jamais content, voilà, t'es toujours tellement compliqué, blablabla, blablabla. Et c'est juste parce que vous en pouvez plus et que vous aussi parce que vous n'avez pas posé les limites quand c'était nécessaire de les poser. Alors, ça s'explique aussi, simplement, par exemple, au niveau émotionnel, les troubles de l'humeur, tout ça, c'est des neurotransmetteurs, hein. Donc, là, vous voyez ce qu'on appelle une synapse, c'est-à-dire l'extrémité de la connexion neuronale avec la cellule réceptrice. On voit qu'il y a, bon ici c'est un exemple avec le glutamate, mais ça pourrait être n'importe quel autre neurotransmetteur. Donc il y a ici des vacuoles pleines de neurotransmetteurs qui sont véhiculés à l'extrémité de la cellule nerveuse du neurone pour être libérés dans la fente synaptique afin d'être réceptionnés sur ici des protéines membranaires de la cellule réceptrice pour créer ce qu'on appelle un influx. Alors, vous imaginez bien qu'il y a une limite au niveau de la quantité des neurotransmetteurs disponibles ici et qu'à un moment donné, il n'y en a tout simplement plus. Alors même s'il y a un recyclage ici, il y a de toute façon une perte, et puis ça prend du temps, hein. Et c'est souvent fait d'ailleurs pendant le sommeil. Donc si déjà vous êtes surstimulé, qu'en plus vous dormez mal, parce que souvent quand on est trop fatigué, on dort mal, en plus anxieux, etc. Tout simplement, vous allez être ce qu'on appelle surmené, et après ça part en burn-out, en fatigue chronique, etc. Alors, encore une fois, je ne suis pas là que pour parler de problèmes, j'ai envie de proposer des solutions. Donc, ça commence par respecter ses limites et apprendre à dire non. Voilà. Alors, dites-vous bien que vous n'avez rien à gagner à vouloir faire semblant que vous êtes neurotypique, à vouloir faire comme eux, faire semblant que vous avez envie des mêmes choses qu'eux, on a besoin de plus de calme, plus de silence, peut-être moins d'interaction à la fois, moins de bruit. Voilà. Et quand ça vient trop, de toute façon, au bout d'un moment, vous serez irritable puis vous n'aurez rien gagné dans tout ça. Ce sera sympa d'ailleurs ni pour vous ni pour eux. Donc, apprendre à dire non, peut-être aussi expliquer ce qui se passe, pourquoi vous dites non, pour que ce soit peut-être plus facile pour vous. Et puis, méditer. Voilà. Alors, les personnes hyperactives, en tous les cas, disent toujours « Ouais, mais moi, je pense trop, je vais jamais arriver à méditer, c'est pas possible. » Et d'ailleurs, c'était aussi ma perception au début. J'ai essayé pendant je sais pas combien d'années de m'asseoir en position du lotus, puis de me concentrer sur ma respiration. Ça durait à peu près 3 secondes et demie, à peu près. J'en avais marre, ça me rendait tarée. Donc, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes techniques que vous pouvez utiliser, mais il existe vraiment des techniques très efficaces qui vous ramènent au corps et qui vous permettent vraiment d'apaiser vos pensées. Et là, encore une fois, faut voir le cerveau comme un muscle. Ça s'entraîne. Et être stressé, c'est un état d'esprit. Être calme, c'en est un autre. Et puis, c'est à vous de choisir ensuite de vous entraîner, de persévérer dans cette pratique de la méditation. Sinon, voilà ce qui vous attend, tristesse et dépression. Par épuisement, par sentiment de rejet, sentiment d'être différent, de ne pas comprendre le monde et de trouver le monde hostile, etc. Et puis, la tristesse, c'est une chose, mais le sentiment de vide, je trouve que c'est presque encore pire. Là, on carrément dissocié, on est sorti de son corps parce que, et on sent plus rien, mais la vie n'a plus de sens non plus. Donc, quand on en est là, qu'est-ce qu'on fait ? Absolument se reconnecter à sa créativité, par la méditation, par aller des promenades en forêt, se reconnecter à la nature, simplement essayer de dessiner,
des petites choses au début, hein, mais qui permettent vraiment de reprendre possession, de nourrir de nouveau ce cerveau droit et pour vous permettre voilà, de faire recirculer la vie à l'intérieur de vous. Et puis, voilà, vous avez besoin de faire quelque chose qui a du sens pour vous. C'est pas juste la cerise sur le gâteau, hein. Pour vous, c'est nécessaire. Alors, tous les neurotypiques qui vous font 350 000 théories sur ma foi, c'est comme ça, il faut bien payer ses factures, et puis on peut pas toujours faire ce qu'on veut, et puis ma foi, t'as qu'à voir ça comme un job alimentaire, c'est tous comme ça, tu crois quoi? Voilà, tout ça, ça vous convient pas, parce que si vous faites quelque chose qui n'a pas de sens, ça va générer tellement de conflits à l'intérieur de vous par rapport à vos valeurs et ce que vous vous attendez de la vie, que ça va juste, voilà, ça va créer une crise à un moment donné. C'est pas possible autrement. Donc, réalisez que tous les bons conseils qu'on peut vous donner, qui viennent de personnes neurotypiques, ça vous correspond pas, ça vous aidera pas à vous apaiser. Vous avez vraiment, vraiment besoin de vous connecter à ce que vous aimez. C'est quelque chose qui fasse du sens pour vous et qui soit créatif. Voilà, vous connectez à votre mission de vie. Alors, quand je parle de mission de vie, vous n'êtes pas obligé de sauver le monde, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir en Afrique, cueillir des noix de coco et sauver des personnes qui meurent de faim. Ce serait génial, magnifique, hein. Je vous encourage si c'est vraiment ce à quoi vous êtes appelé. Mais voilà, pour certaines personnes, ça va peut-être trouver ce qui vous fait envie, ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous rend heureux, ce qui allume l'étincelle en vous. Voilà, c'est ça, la mission de vie. Ça peut prendre du temps, surtout quand on est en dépression, qu'on a ce grand sentiment de vide, mais vraiment, en écoutant son cœur, on peut se reconnecter à ça et trouver ce pourquoi on est fait et avoir le courage de mettre ça en place dans sa vie, c'est vraiment possible. Voilà, je l'ai dit aussi, hein, ce cerveau droit, c'est un cerveau qui pense beaucoup, très vite, en arborescence, avec beaucoup de remises en question, etc. Donc ça pousse aussi, c'est très très anxiogène et angoissant aussi parfois. Ça peut empêcher même de dormir, et puis aussi ce besoin d'interpréter sans cesse ce monde qui nous échappe, ces codes sociaux qui nous échappent et tout ça, ça va générer beaucoup de flux de pensée. Alors évidemment, arrêter de penser, c'est pas nécessaire, hein, d'ailleurs c'est pas vraiment ce que vous avez envie si vous y réfléchissez bien, mais là, il y a aussi des solutions. Alors, il y a la méditation, bien sûr, et il y a vraiment se reconnecter à son cœur et aussi écouter cette intelligence de l'intuition. Dans votre cerveau, il y a tellement de questions partout, dans tous les sens, tellement peu de réponses. Et à chaque fois qu'il y a une réponse, il y a toujours un oui mais d'ailleurs. Donc voilà, vous ne trouverez jamais de solution dans votre mental. C'est pas possible. Et de toute façon, la réflexion logique, ça vous convient pas parce que voilà, c'est fait pour un monde conditionné. Et voilà. Et vous, ça vous parle pas, ça vous parle pas au plus profond de vous, ça vous correspond pas. Donc vous avez vraiment besoin de sentir dans votre cœur ce pourquoi vous êtes fait. Maîtriser aussi ses états de conscience, ça veut dire apprendre à méditer, apprendre des techniques d'auto-hypnose qui permettent de calmer tout ça, qui permettent de redescendre dans des fréquences cérébrales, comme ici sur ces schémas qui sont des électroencéphalogrammes, de redescendre dans des fréquences cérébrales, de la méditation, du calme, de la créativité, etc. Ça se fait aussi notamment par des techniques de méditation et d'hypnose, hein. Puis une des choses qui peut aussi faire beaucoup souffrir les hypersensibles, c'est le trop plein d'empathie et peut-être des fois même l'incapacité à comprendre qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui est à une autre personne. Sensible aux vibrations, par exemple. On arrive dans une pièce, il y a énormément de monde et puis on se sent d'un coup fatigué, irritable, on a faim, etc. Voilà, quelqu'un se met en colère en face de nous et puis on est tout perturbé parce que voilà, ce cerveau droit qui est connecté aussi au monde et connecté aux autres personnes et il y a comme aussi ce manque parfois identitaire qui fait qu'on ne sait plus trop où on est avec sa conscience. Et ça peut vraiment faire souffrir et aussi, malheureusement, est une porte de plus à la manipulation. On en reparlera juste après. Donc là, que faire? Alors déjà, prendre soin de soi, hein, et puis être conscient, encore une fois, de ses limites. Vous pouvez créer votre bulle de lumière, de je sais pas quoi, de lumière violette, blanche, etc. Appelez vos anges et tout ça, mais il y a vraiment une limite, hein. Il y a 8 heures par jour, 5 jours par semaine dans un environnement vibratoire bas, ça va vous impacter.
Voilà, donc il y a vraiment des limites, il faut avoir confiance en ça. Mais en tous les cas, l'ancrage aide beaucoup, des techniques d'ancrage, être bien ancré en soi, savoir où est sa propre énergie, où est sa propre conscience, ça permet déjà de mieux saisir un petit peu ce qui se passe. Et quand c'est nécessaire, de s'isoler, de revenir à soi pour faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, je l'ai déjà parlé un tout petit peu avant, mais voilà. Une personne hypersensible vit dans le monde des bisounours, elle interprète mal les codes sociaux, elle interprète mal les intentions d'une autre personne, elle a de la peine à croire à la malveillance, elle a de la peine à croire au mensonge, etc. Donc elle est vraiment, en plus beaucoup d'émotions, elle pense beaucoup, donc elle est une proie extrêmement facile des manipulateurs. Voilà. Alors là, on pourrait en parler aussi pendant des heures, et d'ailleurs il y a tout un tas de livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment par Christelle Petit-Colin, qui sont passionnants. Mais voilà, en tous les cas, au moins apprendre à les reconnaître. Voilà, c'est quoi la manipulation, comment ça fonctionne, pour déceler au moins les signes, et puis ensuite se fier à son intuition. En général, personnellement, quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait des signes avant, mais j'ai pas écouté. J'ai pas écouté parce que voilà, c'était difficile, j'avais peur, j'étais sous l'emprise, et puis je me disais ouais, faut pas avoir le mal partout, et puis il faut aimer, il y a sûrement une raison, il a dû vivre un truc dans son enfance, alors je vais essayer de l'aider, blablabla, blablabla, blablabla. Et avec ça, je me suis fait vraiment coincer. Et ça peut devenir vraiment destructeur, la manipulation. Donc là, faites confiance une fois plus à cette intuition, ce cœur qui vous parle et qui vous dit « il y a un truc bizarre là ». Et puis ensuite, il faut agir. Voilà. Alors parfois, ça pourrait être nécessaire de poser des limites, potentiellement de confronter, ce qui reste vraiment difficile pour un hypersensible qui n'aime pas le conflit. D'ailleurs, qui n'aime pas non plus du tout la compétition. Hein, c'est tous ces trucs où il y en a forcément un qui doit perdre et l'autre gagner, ça ne lui va pas du tout. Donc voilà, potentiellement ça peut marcher voilà, ponctuellement, mais si vous êtes vraiment sous l'emprise d'une relation de type pervers, manipulateur, là je trouve que personnellement la seule chose intelligente à faire c'est encore de fuir, parce qu'il faut bien réaliser que quand on est hypersensible, quand on a des valeurs ancrées d'authenticité, de vérité, d'honnêteté, un besoin de partage, voilà, s'imaginer qu'on peut trouver un moyen d'être bien, d'être soi-même dans une relation comme ça, c'est, je dirais que là, à ce moment-là, c'est vraiment pas pertinent du tout. Hein. Et c'est là aussi que la plupart des personnes hypersensibles se font avoir, parce qu'elles croient vraiment qu'elles vont trouver le moyen d'arranger la relation, en prenant d'ailleurs toute la responsabilité de la relation sur elles. Et ça, c'est vraiment voué à l'échec, parce qu'une relation de partage dont elle a tellement envie, c'est avant tout une relation d'équilibre, de donner et recevoir, voilà, dans un flux qui soit un cycle comme ça, et pas juste donner toute votre énergie voilà, dans une relation qui est destructrice. Hein. Et puis tout ça, l'hyper-empathie, les blessures, parfois aussi la manipulation, ça va pousser la personne hypersensible, certaines fois, à s'isoler, pour se protéger aussi parfois. Et parce qu'elle comprend pas bien comment communiquer, comment faire pour être en relation avec les autres, et pas trop souffrir. Je sais pas si vous avez vu ce film, ça s'appelle Seul au monde avec Tom Hanks. Ça c'est le ballon là à qui il parle dans le film. Alors aussi, une des autres choses qui explique un petit peu parfois la tristesse, c'est ce syndrome du jumeau perdu. Alors il semblerait que il y ait plusieurs grossesses qui soient jumellaires et qui finalement, en cours de grossesse, il y a un des jumeaux qui arrive pas à terme malheureusement, et il y aurait le souvenir inconscient de ce jumeau qui reste là présent chez la personne qui vient au monde. Alors semblerait-il que chez les hypersensibles, ce soit vraiment quelque chose de symptomatique, qu'il y a eu d'ailleurs un jumeau ou pas. Et donc ça peut générer des sentiments de nostalgie, de tristesse, le sentiment de jamais être entier, d'être toujours nostalgique de quelque chose qu'on aura perdu et qu'on ne s'est pas retrouvé. Alors que faire? Voilà. Ce cerveau droit a aussi un très fort besoin de se sentir connecté, donc de développer sa spiritualité, de trouver un petit peu c'est quoi ce dont vous êtes tellement nostalgique.
Voilà, de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter au sens de l'existence, à pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se passe après la vie. Tout ça permettra aussi d'arriver à faire vraiment confiance à la vie et voilà, de trouver vraiment le sens de tout ça, de cette vie sur Terre aussi, etc. Et puis, voilà, apprendre à c'est pas possible avec tout le monde, une relation cœur à cœur. Tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'en a pas non plus les compétences. Donc, savoir voilà, vers qui vous tournez, qui a aussi envie de cette relation-là, cœur à cœur. Et puis, apprendre que nos relations de cœur à cœur, ça se construit. Et puis que, ben voilà, même si on est hypersensible tous les deux, par exemple, même si on a toutes deux personnes envie d'une relation cœur à cœur, ben on est quand même deux personnes différentes. Donc, il arrivera toujours un moment donné où, voilà, il y a peut-être des petits conflits, des choses comme ça qu'il faut apaiser et que voilà, que c'est pas grave finalement. Donc voilà, avoir le courage aussi de communiquer de façon authentique, d'exprimer tout ça, d'avoir le courage de dire dès le début comment on est, parce que voilà, ça ne sert à rien de vous mentir à vous-même pour essayer à tout prix d'avoir une relation avec une personne qui souhaite pas la même profondeur et la même intensité que vous. Donc voilà, autant le dire dès le début que vous êtes quelqu'un de sensible. Alors on vous dira que voilà, il faut pas faire peur aux gens, voilà. Mais une personne hypersensible n'est pas dépendante. Hein. Elle a d'ailleurs souvent peur d'être enfermée dans une relation, d'ailleurs de type manipulateur ou autre. Donc elle ne veut pas forcément être enfermée ou perdre sa liberté, au contraire, mais elle a besoin de savoir qu'il y a vraiment quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai dans cette relation, et elle a besoin de construire ça. Donc, si c'est pas l'envie de la personne en face, ben, autant que vous le sachiez le plus tôt possible, avant de revivre ces sentiments terribles de séparation. Et puis là, ben, je crois que ça se passe de commentaires de ma part. Je vais simplement vous laisser lire cette phrase magnifique de Maya Angelou, qui a d'ailleurs un très très beau sourire. Et j'aime beaucoup son collier aussi d'ailleurs, entre nous soit dit. Et puis alors ça, j'adore cette phrase de Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est tellement vrai. Et puis voilà, j'ai mis cette photo parce que je me suis rendu compte que les barrières qu'on se met aussi, c'est finalement notre mental beaucoup, et ça veut dire qu'on est les seuls à pouvoir ouvrir les barreaux et s'échapper pour s'envoler vers ce plein potentiel de notre cerveau créatif, imaginatif, voilà, qui a envie d'intensité, qui a envie de profondeur, qui a envie de partage. Et c'est tellement magnifique. Alors bien sûr, on va une ou deux fois, quand on apprend à voler, un petit peu se casser la figure, mais voilà. En même temps, je le disais, on a une grande résilience, donc on a une grande capacité de se remettre de toutes ces anicroches si on sait, encore une fois, accueillir nos émotions et puis grandir avec tout ça. Comme je disais, être sensible, c'est aussi voilà, la résilience, c'est aussi l'envie, l'optimisme, la capacité de croire qu'on peut se remettre et apprendre des expériences que nous vivons pour vivre dans un monde encore plus beau, encore plus intense. Et oui, j'ai envie de dire, cette soi-disant utopie dont souffriraient les hypersensibles, ben, j'ai envie de dire, on a aussi une grande capacité de compassion, hein. Et puis, ben encore une fois, voilà, c'est des gens comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme Jésus, qui ont changé le monde parce qu'ils ont défendu des idées belles, des idées de compassion. Et encore le Dalai Lama, dans cette phrase magnifique, qui dit ben, prendre soin des autres, partager leurs problèmes et faire preuve de compassion. Tel est le fondement d'une vie heureuse pour soi-même, pour sa famille et pour l'humanité tout entière. Alors, c'est pas parce que on est utopique qu'on a forcément tort. On défend quand même des valeurs absolument magnifiques. Maintenant, faut-il encore tolérer, accepter qu'on n'en est pas tous au même niveau, qu'on n'a pas tous envie de la même chose. Et puis voilà, en cabinet psychanalytique, on vous dira que vous voulez pas grandir, que vous êtes pris dans une relation perverse avec votre mère ou je ne sais quoi, mais pas du tout. En fait, vous êtes juste restez connecté à cette capacité de s'émerveiller, à cette innocence de l'enfant, que vous n'avez pas envie de renoncer à ça, vous avez envie d'arriver à être émerveillé devant une coccinelle, un papillon. Moi, je me souviens de ma petite sœur, elle venait de s'acheter une loupe
pour voir les fleurs, et puis elle me disait, mais regarde, c'est tellement magnifique, cette pâquerette, parce que les gens savent pas qu'en fait c'est pas une seule fleur, mais c'est plein de fleurs, et c'est vrai que c'est tellement beau quand on regarde attentivement avec une loupe une pâquerette, et puis on a plein le gazon, voilà, et c'est juste vraiment merveilleux. Et puis j'avais un prof de biologie qui disait que lui, il pensait que le rôle de l'être humain, c'était de pouvoir se rendre compte à quel point le monde est magnifique. Et je crois que s'il y a un type de personne capable de vraiment réaliser ça et de voir ça, c'est vraiment bien les hypersensibles. Et puis encore une fois, nous sommes des créatifs, hein. Nous avons besoin de ça, nous avons envie de ça, et ça c'est un tableau magnifique d'ailleurs de Salvatore Dali, qui est un des, je trouve, des peintres les plus créatifs qui soient. Et j'aimerais juste vous dire, voilà, à votre avis, à quoi ressemblerait le monde sans Mozart? À quoi ressemblerait le monde sans Vivaldi, sans Salvatore Dali, sans Picasso, sans Einstein aussi, qui était un grand créatif? Voilà. Euh, la créativité, c'est aussi le propre, on va dire, de la créativité consciente. En tout cas, c'est le propre de l'homme. Alors, voilà, profitons pleinement de cette capacité. Ce monde des bisounours, c'est aussi l'optimisme, hein, c'est aussi cette envie de continuer à croire mordicus quand chacun brille la lumière, même si tout le monde l'exprime pas. Et puis, voilà, je souhaiterais encore parler de cette phrase magnifique de Hama qui dit « Au lieu de maudire l'obscurité, allumons tous une petite lampe ». Et voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et si on essayait tous dans notre mesure, en se respectant aussi, hein, avec bienveillance, là où on est, mais d'essayer vraiment toujours de garder cette lampe allumée. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on construira un monde plus beau et plus humain. Et puis vous me direz, ben elle se la pète un peu celle-ci, ou je sais pas quoi, pour qu'elle se prend pour raconter tout ça, et puis voilà, dans son monde des bisounours. Mais je me suis dit, voilà, quel homme plus intelligent que Einstein pourrait vous convaincre? Alors voilà, j'ai juste mentionné ces deux phrases qui sont sorties d'une lettre qu'il a écrite à sa fille, qui était vraiment magnifique, et où il parle de ce petit générateur d'amour qu'on a tous en nous et qui demande qu'à être libéré, et que voilà, peut-être que si on le laissait tous se libérer, ce potentiel d'amour, on pourrait faire une grande bombe qui détruirait la haine et l'égoïsme. Et voilà, quitte à paraître un peu, encore une fois, utopique, je vais encore dire ça. Si vous avez l'impression de ne pas faire partie de ce monde, c'est peut-être que vous êtes là pour en créer un nouveau. Et je dirais que le monde a vraiment besoin de personnes qui fassent attention, qui aient conscience que nous sommes tous interconnectés, que nous devons prendre soin des autres, prendre soin de la planète, prendre soin des animaux, et que c'est aussi comme ça, avec cette compassion et cette créativité, que on fera de ce monde un monde meilleur. Alors continuons de croire à ça, ne renonçons pas. Voilà. Mon cabinet, je le répète encore une fois, s'appelle Cabinet Anisen. Vous avez accès à mon site internet sur www.anisen.ch. J'ai aussi une page Facebook et une page Google où je publie souvent quand j'écris des articles ou que je publie de nouvelles vidéos, etc. Et je donne aussi les dates des conférences. Voilà. Alors évidemment, je suis thérapeute pour les neurotypiques aussi, hein, mais étant hypersensible, j'ai pensé développer des packages spécialement pour eux, des techniques dédiées aux personnes sensibles, en tout cas qui sont efficaces pour les personnes sensibles, mais qui fonctionnent aussi pour les personnes neurotypiques, hein, de relaxation, de méditation. Un package spécial sensible aussi, pour apprendre à la personne sensible de s'exprimer, quel est son fonctionnement, peut-être quels impacts ça a pu avoir dans sa vie professionnelle, personnelle, etc. Et puis un package alors qui s'appelle La Voix du corps, La Voix du cœur, qui est plus destiné à vraiment découvrir sa mission de vie. Et puis voilà, comment accueillir tout ça, comment redécouvrir ou se redécouvrir, apprendre à se connaître aussi. Sur mon site internet, j'ai un blog et aussi une page vidéo où j'essaie de publier assez souvent des choses. Et puis une newsletter aussi qui vous tiendra au courant de tout ce qui est publié sur mon blog et les vidéos que je mets en ligne.
Voilà. Je vous remercie vraiment de mon attention, votre attention. Comme j'étais chimiste avant, je pensais mettre cette petite image drôle. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire depuis mon site internet sur la page contact. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite encore une très très belle fin de journée et je vous envoie mes meilleures pensées. À bientôt.